Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être en présentiel. Donc ça fait des années que j'ai plus fait de présentiel pour mes interviews. Donc je suis super contente de te retrouver. Je vais bientôt vous présenter l'intervenante ici présente. Je m'appelle France Drillon, j'accompagne les porteurs de projets de cœur, c'est-à-dire les personnes qui sentent qu'ils sont appelés par autre chose dans leur vie de tous les jours. On entend le chat. Et qui sentent qu'ils sont appelés vers un projet de cœur, vers quelque chose qui les anime vraiment. Et je vous accompagne du coup dans cette transition. Et du coup, ça m'a donné envie de pouvoir interviewer des personnes qui ont fait ce pas de changer de vie, de changer de cap, alors que tout les destinait à un certain type de carrière. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la chance de t'interviewer. Tu es Sophia Sicco, Oui. Tu es humoriste, auteur, artiste, Oui. mais pas que, parce que tu as eu vraiment plein de vies, toi. Oui, j'ai eu un parcours professionnel assez atypique. J'ai été, tout au début, j'étais coiffeuse. Donc j'ai eu mon salon de coiffure très jeune et j'ai su rester 3-4 ans en tant qu'indépendante. Et puis après, je me suis sentie un peu serrée dans le salon de coiffure, à me dire que je me suis installée un peu trop jeune et puis que j'allais mourir dans une cage dorée et que les gens venaient à moi, fatalement, et que c'était un peu compliqué pour mon jeune âge. Donc, du coup, je me suis dit, il faut absolument que je retrouve autre chose. J'allais devenir maman en plus, donc tout a fait un virement en me disant, est-ce que je vais être une coiffeuse avec un parc à bébé dans le salon de coiffure qui bouffe les cheveux, ou que la cliente dit, je vais le calmer. Je me dis, ou bien qu'ils partent avec la nounou, ou ma maman, à ce moment-là, elle pouvait encore s'en occuper. Et j'ai eu peur de ça, et je me suis dit, non, j'ai pas envie, j'ai envie d'avoir une année sabbatique, élever mon enfant. J'avais 23 ans, donc j'étais jeune maman. Et alors, je me suis prise une année sabbatique, comme ça, gentiment, accoucher et m'occuper de mon fils. C'était déjà très courageux de ta part parce que ça se fait déjà pas souvent de se dire je m'arrête parce que j'ai pas envie d'une vie comme conventionnelle. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'aime bien la diversité, j'aime bien ce qui n'est pas vraiment préparé, j'aime bien tout ce qui est, la prévue ne me fait pas peur. Donc, et chaque fois, je me disais, mais comment est-ce que je vais faire pour changer de direction ? La direction, voilà, j'étais enceinte jusqu'aux dents, elle était bien tracée, elle était là. Donc, je me suis dit, allez, on va avoir un bébé qui va arriver, c'est un petit garçon, j'étais toute sorte de mon bébé, j'étais fort maternelle, j'étais une maman très, très maternelle. Et ça m'a poussée, c'était pour moi une évidence. Et je me suis dit, je me suis installée beaucoup trop jeune, je me suis ferrée moi-même beaucoup trop jeune. Donc là, j'ai éclaté les chaînes, j'ai retravaillé comme un patron en tant que coiffeuse. Et puis après, je suis rentrée dans un magasin de vêtements chez Etam. À Verviers, et là on était une équipe de filles, moi j'aimais bien travailler en équipe, etc. Donc, et puis j'ai fait plein de bonnes connaissances, les filles sont toujours restées des copines, il y en a qui ont même pris la même direction que moi après, donc je suis restée 3 ans chez Etam, mais parallèlement j'ai passé les examens pour rentrer à la police. À la police. Voilà, oui, parce que comme j'aime bien les filles, que je suis un peu kamikaze, je me suis dit, tiens, c'est un métier qui m'appelait parce que c'était des premières femmes à la police, même s'il y en avait déjà pas mal, déjà dans les années 80. Moi, donc, je rentre en 99 et, en tant que policière. Et là, je suis une maman solo à ce moment-là. Donc voilà, première séparation. Je fais cette formation à Liège. Et je rentre à la police tout en m'occupant de mon enfant. Le papa s'occupe très bien de mon enfant aussi, enfin de notre enfant. Et je fais ma année de formation et je rentre à la police. Voilà. Et puis c'est pas tout. Et après, parallèlement, donc j'ai eu 20 ans de carrière à la police, et parallèlement, j'ai été faire du théâtre, comme d'autres feraient du macramé, du scrapbooking, ou peu importe, le mercredi soir, comme un peu les dîners de cons, quoi, comme ça. Et j'étais faire de l'impro, et là, je me suis bien plu, je me suis trouvée... on m'a trouvé sans prétention qu'une, un peu de talent. Et là, j'ai écrit une première pièce, donc avec mon prof de l'époque. On a écrit « Tu m'as promis ».
et qui a bien tourné, où on s'est bien amusé. Et puis comme lui il était déjà artiste, il s'est un peu désolidarisé, il a continué sa carrière en solo. Et c'est là que j'ai écrit mon premier spectacle, Libéré, délivré, divorcé, parallèlement en étant à la police. Donc il y avait le rôle de maman, il y avait le rôle de policière, le rôle d'artiste, et une nouvelle famille, et puis 2 nouvelles petites filles qui arrivent dans ma vie. Et là, nous avons 12 ans de bonheur, de haut et de bas, parce que voilà, il y avait beaucoup de casquettes à jumeler, à jongler, la maman. Et là, tu avais déjà ton spectacle? Et là, on est en 2013 et je commence à faire des scènes de concours, scènes ouvertes comme Rochefort, Bière, j'étais à Cavaillon, j'ai fait des rencontres et je ne joue que 10-15 minutes chaque fois mon petit spectacle et je passe et je fais des concours et je gagne 13 prix sur 13 festivals. Waouh, félicitations! En 2013, en pleine séparation. Donc c'était un peu compliqué parce que je parlais de libérer, délivrer, divorcer, chose que j'avais déjà écrite à l'avance. Et du coup, je revivais ce que je vivais sur scène. Donc c'était un peu compliqué. Je pleurais dans les coulisses et puis je montais sur scène, puis bam bam bam. Et puis je revenais avec mes trophées. Et il y avait mes sœurs, parce que donc on est 4 filles et 2 garçons. Et j'avais mes sœurs qui me téléphonaient, me disaient alors ma chérie, ça va, tu vas bien? Et moi sur le chemin du retour, je vais t'as gagné, oui, c'est génial, ma famille, moi. Donc ma vie a toujours été guidée par des émotions de tristesse et d'euphorie. Donc c'était hyper compliqué de pouvoir gérer ces émotions-là entre le moment de la scène où tu parles de ta vie, où tu vis le moment exactement où tu n'as plus que 45 kilos, parce que c'est le phénomène de je maigris parce que je me sépare. Très beau phénomène, ça, j'aime beaucoup ce phénomène. Pour la plupart des femmes. Oui, d'ailleurs moi j'ai toujours été canon parce que j'ai toujours souffert avec les hommes, donc du coup j'ai toujours tenu la forme, tu vois. Et d'ailleurs quand je pète comme un popcorn, c'est que je suis bien installée dans une relation, donc il faut faire super attention, tu sais. Alors tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, donc apéro, vin, c'est l'euphorie, on se fait des battles de qui fait mieux à manger, tu vois. Donc du coup tu bouffes et tu grossis. Donc dès que je grossis, sachez que je suis en couple. Donc voilà, pour le moment tout va bien. Et du coup, entre 2013 et maintenant, donc on est en 2021, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, maintenant, t'es plus du tout dans la police. Non, alors, donc ça fait 2 ans que je suis à la police, parce que voilà, j'ai fait 20 ans de service et je suis vraiment tombée malade, en fait, parce que je suis une empathe extrême. On m'a diagnostiqué HP émotionnel, ce qui ne veut pas faire de moi quelqu'un de super intelligent. Il faut arrêter avec les HP à la con, là. Mais de quelqu'un hypersensible, et toutes les émotions, positives ou négatives, sont décuplées. Donc, ce qui veut dire que à la police, il n'y a pas que des bons moments, que du contraire. Il y a des moments très tristes sur les interventions. Il faut gérer aussi la hiérarchie, il faut gérer un peu la politique, il faut gérer un peu tous les gens autour qui se demandent mais qu'est-ce qu'on va faire de Sophia Sicot, qui est policière jour, nuit, soirée, et qui monte sur scène. Et tout ça, toutes ces pressions que je n'ai pas gérées m'ont vraiment rendu malade. Donc j'aime pas dire burn-out parce que voilà, c'est le moment où ton corps lâche, en fait. Voilà, c'est un blackout complet où tu te dis ça suffit, je peux plus, j'ai géré toutes ces casquettes là et encore bien évidemment un remariage, parce que moi j'aime bien te faire plaisir aux gens, donc ceux qui ne se marient pas et qui tombent amoureux de moi, je leur fais plaisir, tu vois, c'est pas grave. En plus je suis très vite organisée un mariage, je suis devenue une pro là-dedans en un mois de temps. Donc quand j'aurai besoin, je te fais appel à toi. Oui, voilà, j'ai une amie ici qui se remarie ici au mois de juin, je suis devenue sa wedding planneuse, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est tellement simple, aucune pression. Donc du coup, là je revis une histoire d'amour, et puis qui a une histoire de désamour, parce que moi j'ai mes problèmes aussi professionnels, et puis voilà, et puis j'ai un homme qui ne comprend pas beaucoup, et donc t'es pas soutenue dans ta descente il y a du mal, oui, il y a du mal, voilà, tout le monde ne peut pas accepter que sa chérie ou son chéri descende. Il y en a qui accompagnent très bien, il y en a qui accompagnent moins bien, il y en a qui font leur possible, hein, c'est ce qu'ils diront derrière le mauvais accompagnement. Ils diront j'ai fait mon possible ou j'ai fait des choses, mais voilà. Malheureusement, voilà, c'est encore un échec sentimental. Donc toute ma vie est ponctuée
de sentiments mélangés, positifs, négatifs. Et là, c'est une petite descente aux enfers, en effet. Et je sais que je dois faire le deuil de cette profession que j'aimais beaucoup. J'ai envie de dire des fois que j'aime, parce que j'ai encore beaucoup de références par rapport à 20 ans, ça ne s'oublie pas. Donc on me téléphone encore pour des conseils, on me téléphone encore pour des procédures. Ça, j'essaie de me désolidariser parce que je n'ai plus la force de me donner à ce genre de conseils. Et parallèlement, j'ai encore cette euphorie des spectacles dont j'ai besoin pour m'en sortir, parce que voilà, c'est bien prouvé que quand on a un passage difficile, que ce soit un burn-out, un blackout, un arrêt ou que le corps ne... quand on fait de l'art, quand on fait de la peinture, quand on fait de la lecture, il faut s'adonner encore plus à sa passion pour pouvoir s'en sortir. Et c'est vrai que je dois dire que sur toutes ces 20 années que j'ai eues d'un peu malheureux ou d'un peu triste par moments, les spectacles a été vraiment une thérapie pour moi, parce que c'est vrai que je pouvais dire tout haut et exprimer mon mal-être, comme quelqu'un le fera sur une toile, sur une peinture, ou dans l'écriture, ou dans le sport, dans une passion. Dans vraiment. Une manière en tout cas de pouvoir extérioriser ce qu'on vit à l'intérieur. Tout à fait. Et parfois ça fait mal au début, parce que bon, moi je verbalise tout ce qui ne va pas. Et je dis toujours, plus j'étais malheureuse, plus le public était heureux, en fait. Parce que voilà, j'arrivais à caricaturer ma vie, caricaturer les hommes qui sont passés dans ma vie, et toutes ces personnes qui m'ont entourée, donc, et qui ont fait de ma vie un vrai sketch. Tu en as fait un sketch. J'en ai fait un sketch. Parce que sur le fond, ce sont des passages que beaucoup de gens vivent, qui ne sont pas du tout simples. Non. Et toi, tu as réussi au travers... c'est pour ça que tu dis je suis une artiste. Parce que c'est au travers de l'art que tu as réussi à extérioriser tout ce que tu vivais pour, en plus, amener de la joie chez les gens. Oui. Parce que c'est au travers de... Enfin, moi, en tout cas, dans ma vision des choses, la joie, c'est un petit peu comme une boussole. Et tu aides les gens aussi à se connecter à leur joie. Mais parce que ça va au-delà, quand on sort de ce spectacle Libéré, délivré, divorcé ou Flic ou femme, où je parle vraiment de mon parcours professionnel dans Flic ou femme, avec toutes les anecdotes de la police, etc. Donc ça reste encore très gai. Après spectacle, il y a beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes qui viennent me trouver, qui me disent « Ah, mais moi aussi j'ai été séparée. Ah, mais moi j'ai l'impression que vous avez raconté ma vie. Ah, mais moi aussi j'ai eu des problèmes une fois à la police, etc. » Ou j'ai rencontré des gens formidables. Et on discute encore après. Et il y a encore, je veux dire, ça continue. Ou des femmes ou des hommes qui viennent me trouver sur Facebook et qui me partagent leurs problèmes. Et je veux dire, c'est vraiment, oui... Enfin, moi je parle du quotidien, donc voilà, ça parle à tout le monde et ça fait du bien pour moi, mais je sens que ça fait du bien aux autres aussi. Donc, et c'est vrai que le bonheur et la joie, distribuer ça, c'est gratifiant, fatalement. Ça te fait grandir. Voilà. Et quand tu as commencé à écrire tes premiers spectacles, est-ce qu'avant ça, tu avais l'impression que tu avais une âme d'artiste, que tu étais créative ou quoi que ce soit ? Non. Mais pas du tout. Même si j'ai fait un peu de coiffure et que j'ai essayé de faire des chignons un petit peu abracadabra, ça faisait pas de moi quelqu'un d'une super grosse belle coiffeuse, mais ouais, voilà, j'étais pas non plus, voilà. Mais verbalement, j'ai toujours eu beaucoup d'aisance. Je savais que je faisais toujours rire un groupe d'amis. Alors, il y a toujours comme ça une personne qui anime un groupe ou un repas, etc. Et à la police, même si on avait des moments difficiles, on arrivait, nous, à désacraliser le moment compliqué. Bon, on avait parfois un peu d'humour noir, on avait des personnages aussi. Vous savez, la police, c'est aussi, c'est un grand jeu d'impro, jeu entre guillemets. Ce qui veut dire qu'on vous envoie sur une situation, une action. Là, sur place, on ne sait pas ce qu'on va retrouver parce qu'on vous envoie sur un chat dans un arbre, on retrouve un tigre, donc on ne sait pas trop bien la surprise. Sur place, vous avez des personnages, donc l'action, le lieu, les personnages, et vous devez improviser. Improviser pour qu'en urgence, on calme le jeu, on puisse détecter l'infraction, la rédiger, puis isoler, et ramener au commissariat et faire le travail qu'il faut pour stabiliser dans l'urgence une situation compliquée. Et l'impro, c'est ça, en fait. Oui, donc en fait, quand tu as commencé l'impro, c'est comme si tu prenais la conscience que toute ta vie
professionnelle, en tout cas dans la police, avait déjà été de l'impro, sauf que là, c'était en conscience que tu commençais à faire de l'impro. Exactement. Maintenant, soyons prudents, c'est pas un jeu. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord, mais quand vous vous retrouvez devant une personne qui vous donne une réplique, voilà, il m'est arrivé ça et ça, et que vous devez aussi improviser d'une manière pour la calmer, ou une manière pour détendre, pour désamorcer, etc., une situation, on est quand même un peu là. Et c'est vrai que quand je fais de l'impro, alors là, on est dans un côté beaucoup plus humoristique, la verbalisation, laisser le temps à l'autre de parler, écouter, parce que c'est tout un exercice. L'improvisation, c'est pas le mot improvisation. Il y a des règles, il n'y a pas de cabotinage, il faut accepter, il faut prendre. Enfin, je veux dire, voilà, donc il faut écouter l'autre, pouvoir amener. Il faut être dans le moment. J'imagine, il faut être dans le moment présent parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Donc c'est vraiment, comme tu dis, c'est accueillir ce que l'autre apporte, pouvoir surenchérir. Voilà, c'est ça. Donc là, dans tout ce qui était police, c'est trouver une solution plus rapidement. Et puis tout ce qui était impro, plus de joie et de bonheur. Là, c'était faire rire, amuser ou même parfois donner de l'émotion. Et quand tu me dis... Tu as dit j'avais facile de parler en public, t'étais déjà celle qui animait un petit peu, j'imagine, avant. Et puis passer à je pose par écrit. Oui. Alors ça, c'est un exercice beaucoup plus compliqué. Et là, je l'ai fait avec Marc Andréini, qui a coécrit le spectacle Libéré, délivré, divorcé et Flic ou femme, où nous, j'aime bien, moi, si je devais travailler j'aurais bien travaillé dans un groupe de pub, par exemple, où on est plusieurs à échanger, puis on sort des choses pas très drôles ou pas très convaincantes, et puis au final, la construction de toutes les réflexions de tout le monde te fait quelque chose de sympa. Et j'avais besoin de cet échange-là, et j'avais dit à Marc, voilà, moi j'ai le fond, mais j'ai pas la manière, je ne sais pas comment est-ce que je dois écrire, par quoi je commence, est-ce que je dois mettre de l'émotion, pas d'émotion, est-ce que je dois être drôle tout le temps, est-ce que je dois raconter une histoire, est-ce que je dois faire du stand-up. Donc je savais pas trop bien dans laquelle spécialité j'allais me diriger en fonction de moi. Donc là il m'a beaucoup aidée, et c'est vrai qu'on écrit sur base d'impro. Voilà, je vais lancer un sujet et bam, 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 on sort les punchlines, on sort le déroulé et hop, le sketch se fait. Et puis alors, on note en vitesse. Et ça s'est passé chaque fois dans des cuisines. On a beaucoup écrit dans des cuisines. On se sent bien à l'aise. Oui, souvent dans les cuisines, ça marche super bien. Avec un petit verre de vin, c'est encore plus simple. Parfois, oui. Enfin, la bouteille. Voilà, c'est ça. C'est intéressant ce que tu viens de dire aussi par rapport au fait que ce n'est pas le stand-up c'est pas toi qui t'adaptes au stand-up ou quoi que ce soit, c'est plutôt c'est toi dans qui tu es et tu vas aller voir où tu es la meilleure. Il faut trouver ses compétences en fait, il faut voir ce qui nous correspond le plus. Moi je regarde tout ce que mes amis, collègues font comme humour, j'aime bien, je m'ouvre à tout, mais je sais qu'il y a des choses que je ne saurais pas faire parce que voilà, c'est pas moi. Donc il faut vraiment, alors il faut pas copier, il faut vraiment chercher en soi ce qu'on peut apporter et comment on peut créer, le don qu'on a, si on en a, ou même le fût que tout petit peu, parfois il peut se développer, on se rend même pas compte. Oui, parce que toi, il y a encore 15 ou 20, enfin quand t'es rentrée à la police, tu n'imaginais jamais, j'imagine, qu'un jour t'allais être humoriste. Mais jamais. Donc ce qu'on peut percevoir chez un don pour toi maintenant, qui est l'humour sur scène, il y a 20 ans, tu n'aurais jamais imaginé ça. Donc, votre don, il peut être là, mais il peut vraiment être très, très muet. Tout à fait, parce que c'est une chose, par exemple, je vais aussi dans les écoles pour parler de mon parcours professionnel au Réto, au 5e, 6e, et je finis toujours par leur dire, ne baissez pas les bras, moi je n'étais pas une brillante élève, mais très vite, essayez de trouver cette toute petite chose qui vous anime et que vous aimez bien. Vous êtes bien en maths, vous êtes bien en français, parce que c'est comme ça que je peux leur parler, ou bien vous avez des dons de dessin. Dépêchez-vous de développer ces petites étincelles qui sont là pour en faire une belle grande étoile et avoir bon de travailler dans ce qu'on aime faire et qu'on maîtrise, et pour s'épanouir en fait. Voilà. Puis s'autoriser aussi, pour tous les jeunes qui pourraient regarder aussi cette vidéo, mais même en cours de route, c'est s'autoriser à se tromper et à changer. Totalement. Par contre, moi, par rapport à mes filles, moi, ça m'emmerde qu'on dise ça en tant que mère, parce que j'aimerais bien que les études, même si c'est compliqué de trouver ce qu'on veut faire, c'est sûr qu'elles vont changer de route peut-être en direction, mais mes enfants, les trois, savent qu'ils peuvent faire plusieurs choses à la fois.
Voilà. Parce que moi, finalement, je ne suis jamais passée d'un à l'autre. J'ai toujours cumulé 2 choses à la fois. C'est pendant pas un le moment. ou, c'est le et qui vient. Alors. Et puis quand une chose s'accentue un peu plus et que la passion vient beaucoup plus d'un côté qui te tire, qui t'anime un peu plus, tu te dis ah oui, peut-être que là. Mais je n'ai jamais chassé la proie pour l'ombre, ça non. J'ai toujours été quand même prudente en me disant ok, je m'arrête là, mais j'ai un objectif. Voilà, j'ai un objectif. Les objectifs avec les années sont plus dans le bien-être qu'on calcule financièrement, oui, mais on peut se dire attends, financier c'est bien, mais à un moment donné, je ne peux pas non plus me mettre à rien parce qu'il va me manquer X centaines d'euros. Et que... Oui, quand tu dis ne pas lâcher la proie pour l'ombre, c'est vraiment se dire que l'insécurité, quelle qu'elle soit, en l'occurrence ici c'est même l'insécurité financière, c'est ça nous crée des peurs qui nous empêchent d'avancer en fait. Tout à fait. Donc d'aller vers nos rêves. Et il y en aura. Il y en aura. Voilà, la situation est compliquée. Ici, on est dans le Covid. J'ai arrêté la police et je me retrouve sans pouvoir jouer. Alors, on dira, bah oui, financièrement c'est compliqué, mais c'est aussi humainement. Je n'ai plus été aussi animée qu'avant. J'ai plus aussi la joie, le bonheur. D'ailleurs, bah voilà, j'ai eu un petit coup de gueule en août 2020 où j'ai craqué dans ma voiture après une interview dans une salle vide où j'avais l'impression de me retrouver dans un cimetière. Ça a été fait spontanément, ça a été viral. Ça n'a pas été toujours bien reçu, parce que les gens ne comprenaient pas. Nous sommes en août 2020. On a là réouvert les frontières, tout le monde est reparti en vacances et on s'imagine qu'au mois de septembre, ça va aller. Et j'ai eu des personnes qui m'ont jugée avec tous les réseaux sociaux, c'est jamais compliqué. Moi, je suis très très sensible, donc ça a été une fois. Je ne mets plus d'autres choses parce que ça a été difficile. J'ai eu des méchantes réflexions du style ouais, maintenant elle gagne moins d'argent, donc ouais, elle comprend son mal-être. Ouais, mais elle n'a pas eu de cancer, c'est pour ça qu'elle pleure. Ouais, elle n'a pas eu perdu des gens qu'elle aimait. Enfin, je veux dire, il y a eu des réflexions très très hardes. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui. Surtout que c'était pas du tout le sujet de ta vidéo. Mais non, pas du tout. Et j'ai envie de dire que nous on était en bout de course. Les artistes, et on l'est toujours. Regardez aujourd'hui, il y a une discothèque qui ferme, etc. Et c'est assez hypocrite les mesures parce que on va pas s'éterniser là-dessus parce que pour moi, je dis que ce sont des conversations inter-minables. Mais chacun a son point de vue, je le respecte. Mais j'ai envie de dire qu'avec le recul, août 2021 est arrivé, on était au même point, si pas pire. Donc, je me prends le laurier que j'étais un petit peu visionnaire quand même sur ce qui allait arriver parce que j'ai vécu aussi dans un microcosme de régence, avec des politiques, avec de la hiérarchie, où nous, en tant que policiers de base, on a été amenés à suivre des ordres, à avoir des restrictions, à avoir un certain maintien, à donner une bonne image de nous. Tout ce que le gouvernement nous demande aujourd'hui, c'est... Et du coup, toi, quand t'es sur scène, t'es carrément libérée. Alors là, oui, je suis libérée. Là, je suis dans mon élément... Et j'ai du mal avec les caméras, par exemple. Voilà, j'ai du mal avec des interviews. Je me force, je travaille parce qu'ici on va faire quelques capsules, etc. Je me force. J'ai du mal avec la télé. Je ne m'aime pas du tout, j'aime pas du tout mon image. Mais par contre, sur scène, avec un public devant moi, là, je me régale. Je m'en fiche de grimacer, je m'en fiche d'être bien, pas bien, belle, pas belle. Je me donne à 100%. Et quand tu sors de là, je dis toujours, c'est comme un jogger qui a fait un jogging. Tu sais, t'as ton taux d'adrénaline qui est monté, t'as toutes tes endorphines qui sont venues. Tu sors de là, t'es complètement vidé, mais t'as un bonheur et une plénitude. Quand ça se passe bien, parce que, attention, il y a des jours où on est ça aussi, comme un jogger, on fait un peu plus de minutes, on est un peu plus essoufflé et on n'a pas donné trop de sa personne. Donc ça arrive aussi. Oui. Il faut pouvoir accepter aussi l'échec, il faut pouvoir accepter aussi les baisses de régime, il faut accepter que le choix qu'on a décidé de faire et le revirement de situation n'est pas toujours concluant dès le départ. Et que aussi... Moi, j'ai toujours... je suis dans un ballon dirigeable, tu vois. Et j'ai envie d'aller dans une direction, mais parfois, il y a des vents contraires. Voilà. Ça m'emmène à gauche, ça m'emmène à droite. Et puis alors, il y a des petits sacs de délestement, tu vois. Qui te permettent de monter. Oui. Alors, quand je veux prendre un peu de hauteur, je regarde les sacs. Bon, il y a les enfants, la maison, les factures, ça, tu peux pas. Ça, ils doivent se délester d'eux-mêmes. Ça, tu peux pas. Tu dois garder. Tu dis, c'est des petits boulets, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est mes enfants. Je peux pas lâcher les sacs. Par contre, là, il y a des autres sacs
qui te permettent de dire, attends, ça, je peux laisser tomber. Ça, je peux laisser tomber. Ça ne m'amène pas grand-chose. Voilà, cette pseudo-amitié ne m'amène pas. Cette relation, c'est pas ça. Et je peux me délester de certaines choses et reprendre un peu d'auteur. C'est une image, je veux dire, mais c'est comme ça que je me vois. En même temps, ça te permet du coup tout le temps d'ajuster, de revoir ce qui est juste pour toi. Tout en sachant que derrière, il y a des vents contraires et que tu n'as pas toujours la maîtrise de ta vie. Tout à fait. Et des surprises qui peuvent arriver sur ton trajet. C'est comme ça, c'est la vie. Sur le fond, on contrôle pas grand-chose, hormis les quelques poids que tu vas délester et ceux que tu vas apporter. Voilà, c'est ça. Et ça va et vient comme ça de se dire, pour prendre de la hauteur, parfois tu redescends un petit peu parce que tu t'es repris une autre charge ou elle est venue d'elle-même. Oh, elle est venue avec un énorme paquet. Le cadastre de la maison. Et puis voilà, donc c'est vrai qu'au final, quand on en parle comme ça, il faut être un peu couillu. Et puis la vie te donne des coups et tu dois les accepter. Et juste une chose, moi, que j'ai combattue, c'était l'orgueil, la fierté et l'ego. C'est vraiment des sentiments qui peuvent venir m'envahir parce que voilà, il y a eu des il y a eu des trahisons et que en tant que femme trahie, etc. Tu te dis, je veux bien comprendre le fond, t'aimes plus, mais la forme, et là, ça te prend. Et puis, je me suis déjà vue dans ma voiture où je ruminais, vous savez, c'est à ce moment-là où quand on repasse ou quand on fait un truc. Et puis alors, l'histoire en boucle. Voilà, et puis t'as l'orgueil qui arrive, et puis t'as l'ego qui est là, et puis t'as la fierté, et puis j'ouvrais la fenêtre, je fais sors de votre corps, je ne vous veux pas, non, s'il vous plaît, non. Donc, et évacuer tout ce qui est négatif, c'est tellement important pour pouvoir continuer. Et puis après, j'ai été encore envahie par certaines choses. Et puis voilà. Surtout quand on laisse la place à l'orgueil et l'ego, on n'avance pas en fait. Non. Mais tout ce qui est négatif, il faut essayer de se dire, allez, hop, j'ai détecté le mauvais, je le travaille. Voilà, hop. Et qu'est-ce qui m'amène ce problème-là? Je l'évacue aussi, j'essaye. Oui, c'est de repartir par exemple de cette situation à quelque chose malheur et bon pour aller voir c'est quoi le bon dans la situation de merde que je vis là. Oui, voilà, essayer de se dire, qu'est-ce que je peux en retirer? Qu'est-ce que j'en ai eu finalement de positif de cette histoire, de cette situation? Et en tirer parti et se dire, allez, c'est bon, voilà. Et ne plus se laisser polluer. Enfin, ça, c'est peut-être ma sagesse de mon grand âge. Mais je te laisse partager ta sagesse, alors. Mais voilà, maintenant, j'ai pas toujours été sage non plus. Faut pas non plus, je suis pas une victime non plus. Je sais répondre. Je sais répondre, je peux être cinglante, piquante, mais pas gratuitement. Donc, je pense pas. Je suis pas fondamentalement une personne méchante. Je suis très, très généreuse, très gentille. C'est ce côté méditerranéen comme ça, où mes parents ne nous ont jamais appris à être jaloux ou envier les autres. Et parfois, c'est sympa d'envier un peu les autres parce que ça t'amène à vouloir peut-être faire un peu pareil. Oui. Donc, en fait, c'est comme on disait tout à l'heure avec les métiers où tu n'as pas fait le ou, tu as fait le et. On a le droit de être généreux et être joyeux. Et on a le droit aussi d'être jaloux, envieux, d'être par moments dans l'ego. Tant qu'on mette de la conscience sur ce qu'on vit et qu'on en fasse quelque chose de positif. Voilà, et ne pas faire du mal aux autres pour arriver à quelque chose. Ça, je trouve ça mais inutile, d'écraser le voisin et tout ça, ça sert à rien. En plus, on part à 40 ans et plus, on parle de karma, alors que ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même truc, parce que si jamais tu fais du mal, ça va te revenir, tu vois. Donc, il faut faire super attention. Et moi, je suis un peu superstitieuse, donc voilà, je me dis, mais quand on parle, les apanages, les dictons, la roue tourne, ne fais pas du mal, ça va te revenir. Si ça existe, c'est que ça peut être arrivé, tu vois, donc je suis très prudente. Moi, je pars de l'idée que je ne sais pas, donc je préfère rester sur mes gardes. C'est ça. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui voudrait vraiment se lancer, mais qui crève de peur, qui est attirée par je vais parler plutôt pour la scène, parce que c'est vraiment ton domaine, qui est attirée par la scène, mais voilà, qui sait pas par quoi commencer, tu lui conseillerais quoi? Eh bien, moi, je conseille à mes enfants. Dans le sens où comme on l'a dit tout à l'heure,
On ne lâche pas la proie pour l'ombre. C'est vrai que c'est compliqué. Il ne faut pas être impatient. Et il faut bien s'établir d'un côté, avoir quand même quelque chose et pas des illusions, des envies ne suffit pas. Il faut du concret quand même un petit peu. Il faut avoir un socle, une fondation bien stable. Un plan, de se dire, moi, j'ai besoin de stabilité dans ce domaine où je vais me diriger. J'ai besoin de concret, j'ai besoin d'assurance, de garantie, avant de passer d'une passion à l'autre, parce que moi la police c'était quand même une passion aussi, j'aimais beaucoup le travail que je faisais et est-ce que je peux rajouter sans pour autant avoir toutes les réponses? On est complètement d'accord, parce qu'on va quand même dans un inconnu, puisque on se dirige vers quelque chose. Il y aura des moments inconnus, il y aura des moments où mais on doit se laisser porter aussi. Ce serait tellement bien quand on est à deux aussi de pouvoir avoir un moteur derrière et des personnes, ou même la famille, même un ami qui croit en vous et qui vous résonne bien. Être coaché aussi, avoir des personnes qui vous disent ok, mais pour ce genre de situation-là, il faut un plan. Voilà. Et ce qui freine beaucoup, et on peut en parler, c'est le côté financier, de se dire oui, mais moi, si je pars de là, comment est-ce que je vais faire pour ça? Oui, ça c'est vrai que c'est ce qui va faire que ça va freiner beaucoup, faire peur beaucoup. Et parfois, on manquera de confort. Mais est-ce que le confort matériel est plus important que le confort de vie, le confort de joie et de bonheur? Je pense pas. Parce que je pense que pour t'avoir vu en spectacle vendredi, quand on te voit en la sortie, on te voit que t'es complètement nourrie, quoi. Oui. Tes puissances diminuent, comme tu disais, par rapport à l'adrénaline et ainsi de suite. Mais c'est presque comme on en parlait tout à l'heure, on a presque l'impression que vous êtes shooté quand vous sortez de scène, tellement vous êtes rempli d'hormones de bonheur. En fait. Et c'est vraiment une bonne fatigue. C'est une bonne fatigue. Et alors, quand on va près de son public, on a un peu papoté ensemble et je vais faire un petit peu le tour des tables et qu'on reçoit encore des gratifications et qu'on a donné du bonheur et là, tu te dis, voilà, c'est bon. Quoi. Voilà, tu voudrais plus faire marche arrière. Non. Le seul petit moment désagréable, c'est quand Cendrillon retourne au château, à la maison, toute seule, après toute cette euphorie, et qu'elle fait un petit rouleau de printemps dans sa couette, et qu'elle se dit... Un petit loco. Et tu te dis, tout le week-end, j'ai reçu presque 500-600 personnes qui sont venues me voir, et puis lundi, on va sortir les poubelles pour mercredi. Donc il y a un quotidien qui revient, on n'est pas tous les jours une princesse dans un château. Oui, puis comme dans toute situation et dans n'importe quel projet, il y a ses avantages et ses inconvénients. Ouais. Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, c'est ce que je retiens de ce moment avec toi, c'est de vraiment mettre le « et ». On n'est pas toujours dans devoir choisir entre deux choses. On peut choisir deux choses et progressivement en laisser une des deux prendre plus de place. Gentiment, voilà. C'est ça. Vous savez, moi au départ, c'était le mercredi, j'allais à l'impro, j'allais me nourrir de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances, de jeux, et je repartais pour ma semaine de travail, sympathique. Après, ça a pris plus de place. Mais ça s'est fait tout doucement. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. S'imaginer que ça a duré 10 ans. Et pour toi, c'est vraiment le moment où tu as eu ton souci de santé, où ça a été l'élément déclencheur de l'arrêt, en tout cas, de la police pour toi? Oui, parce que je pense que j'ai été trop loin dans mes capacités. De se dire, je donne toujours beaucoup là, je donne beaucoup là. Et puis voilà, dépression aussi, parce que on n'est pas tout seul dans ces deux métiers-là. Là, moi, j'ai l'impression de la famille, du mari, des enfants, de mon quotidien. Mais de l'autre côté, j'avais l'impression du travail, de ce qu'on attendait de moi, de mes performances. Donc, et à un moment donné, je savais même pas, quand j'ai eu ce blackout, quand j'ai eu ce moment où je dormais 15 heures par jour, où je ne voyais qu'une chose, c'était de rester dans une chambre noire, ne plus penser, et prendre un petit cachet pour dormir, parce que je voulais même plus rêver, en fait. Je voulais plus, je voulais
juste m'occuper des enfants. Je faisais juste un repas. J'avais fait même un déni de buanderie où je me suis fait aider. J'ai demandé à quelqu'un de venir repasser tellement c'était compliqué. Mais pour ça, il faut être hyper accompagné et avoir une personne à côté de toi qui comprend et qui t'accompagne dans ça. Et c'est vrai que moi, j'étais pas non plus dans mon état normal, j'étais beaucoup plus agressive, puisque je dis toujours que c'était une maladie, mais c'était aussi le deuil d'une profession que j'aimais tellement fort que le deuil est compliqué et encore, il est là encore parfois. Parce que je n'ai pas eu que des mauvais moments, j'ai eu des moments exceptionnels. J'ai eu des rapports avec des victimes, des rapports avec des suspects exceptionnels. J'ai des gens qui m'ont écrit quand ils ont su que je n'étais plus à la police, qui m'ont réchauffé le cœur en me disant « mais vous m'avez apporté ça ». Même des personnes que j'ai arrêtées, donc c'était fou parce que je les avais rencontrées soit pendant des transferts. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des personnes que tu as rencontrées, je veux dire à la police, Ouais. pas dans le cadre de pas dans le cadre de tes collègues, qui viennent te voir après à des spectacles et Alors, qui ont l'occasion je de te l'ai croiser? rencontré sur le terrain de travail. Et puis, même si c'était un moment un peu chaud, etc., puis que ça se commençait à s'apaiser et que moi j'étais un peu plus cool dans ma façon aussi d'aborder les choses et qu'on discutait, qu'on échangeait, et qu'après, eux-mêmes se disaient « mais attends un peu, moi, je l'ai rencontré, moi, cette dame-là, travaille à la police, elle est venue m'aider pour ça, ou bien elle m'a arrêté. Ah bah oui, elle m'a mis un PV la dernière fois. Et on m'envoyait, vous êtes madame Anna. Oh, je vous adore. Ça a toujours été hyper positif. Ah oui, il me semblait bien que vous étiez une policière un peu atypique ou quoi. Je n'ai eu que des éloges, et je ne veux retenir que ça. Que ce que j'ai amené aux gens qui étaient face à moi dans une bonne ou une mauvaise posture. Voilà. Si tu devais, et ce sera ma dernière question, si tu devais conseiller un film ou un livre Ouf. Ouais. que tu pourrais même conseiller à tes enfants, mais pas dans le regard de maman alors, mais juste dans le regard de la personne qui a envie que tes enfants s'épanouissent dans leur vie professionnelle. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais? Un film. Oui, un film ou un livre? Un livre, Les 50 nuances de Grey, pour le lâcher prise. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pouvoir s'imaginer que les gens peuvent changer, parce que Christian, il a changé. Finalement, il a été torturé toute sa vie. C'est un beau livre, c'est très profond, tu vois. C'est plein de développement personnel. Oui, cette jeune fille qui est si naïve, comme ça, qui devient à quelqu'un, tu vois, de très apposé, parce qu'elle ressent une petite fessée. C'est très sympa comme bouquin. Alors, ce qu'il faut, c'est si vous choisissez du coup la trilogie des 50 nuances de Grey, allez voir son spectacle après pour pouvoir interpréter la trilogie. J'en parle, vas-y, complètement. Écoute, moi, j'ai été lecture, beaucoup. Je me suis mise un peu en rébellion. En rébellion débile, là, je suis d'accord. Parce que j'ai eu un ex qui me disait « Ah, moi je lis. » Alors, tu sais, genre, parce qu'ils ne lisent pas. S'ils ne lisent pas, ils sont cons. S'il ne faut pas des balades dans les bois, ils sont cons. S'il ne faut pas un trekking en Corse, ils sont cons. Tu vois, s'il ne faut pas des trucs plein nature et qu'ils encerclent les arbres, ils sont pas normaux. Tu vois ce que alors que moi, tu me mets dans un centre commercial pleine solde, tu vois, où je peux acheter plein de trucs de filles, je les compresse comme ça, moi. Oh non, un film. Écoute, moi, j'ai été une téléphage. C'est-à-dire? Ça veut dire que nous, la télé, elle était tout le temps allumée H24 à la maison. Tu mangeais la télé. Je mangeais la télé, je connais toutes les émissions, les génériques, etc. La télé est un peu ma culture générale. Je peux regarder de tout. Je peux caler sur TV5, soit un reportage débile ou très enrichissant. Donc, et c'est vrai que tout ce qui était télé, présentation, drôlerie, tout ce qui m'attirait énormément. Oui, c'est vrai. Je regardais tout. Et encore maintenant, je peux regarder une ou deux brides de télé-réalité pour rester un peu dans le move et savoir de quoi je parle. Mais ça aussi, la télé-réalité, c'est un super, quand tu regardes Les Anges, c'est un outil de développement personnel extraordinaire. Oui, moi j'aime bien. C'est un sujet d'inspiration assez interpellant. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que aussi je regarde
de tout, parce que je parle de tout sur scène, donc j'ai besoin d'avoir mon avis sur le mariage au premier regard, mon avis sur les téléréalités, mon avis sur les influenceuses. Et c'est ta force parce que tu veux te rendre accessible à monsieur et madame tout le monde. Exactement, donc voilà, je ne vais pas me carrer sur un style de vie, en fait, j'aime pas. En fait, tu ne peux pas me demander de... Je vais regarder tous les films, pas possible imaginables. J'aime beaucoup les films français. Et par contre, oui, alors on m'appelle... Oui, ben voilà, là maintenant je peux te parler d'un film. On m'appelle Amélie Poulain. Ah. Mes copines m'appellent souvent Amélie Poulain parce que j'aime bien de faire des petits plaisirs, tu vois, même en cachette ou même pas besoin de savoir que ça vient de moi. Et j'aime bien te faire des petits coups de pute aussi. Juste pour venger l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre. Juste parce que... En fait, il vaut mieux t'avoir comme amie. Mais non, parce que ça reste toujours drôle, et ça reste toujours mince. Elle m'a eu... Oui, je parlerai d'Amélie Poulain. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Je me suis un peu reconnue, sans prétention aucune, parce que quand Amélie, à un moment donné, elle met ses mains, vous savez, dans tout ce qui est semoule, tout ce qui est riz, tout ce qui est... Ben moi, je le faisais dans les petits magasins qui commençaient à s'implanter, turcs et marocains, dans notre quartier de la rue de Dizon. Et j'aimais bien mettre ma main. Et quand elle a fait ça, j'ai fait « Oh !» Je dis « C'est moi !» Pourquoi elle fait ça, les photomatons et tout ça? Ah, c'est moi! Donc c'est fou, mais c'est vrai que c'est un film qui me ressemble et que j'aime bien. Et au final, c'est une petite vengeuse masquée. Et puis au final, ça fait longtemps qu'il est sorti, ça vaut toujours la peine de le revoir. Moi, j'étais enfant quand il est sorti, donc de le revoir. Ça veut dire quoi? Moi, j'étais adulte. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Attends, je me recoiffe du coup. J'étais enfant, moi, quand c'est sorti Amélie Poulain. Moi, j'étais en pleine conscience. Ah ben voilà, excuse-moi, mais maintenant j'y suis, donc je vais pouvoir aller regarder le film. Amélie Poulain, ouais, ça c'est moi, ça. J'aime bien. T'aimes bien. Bien, t'aimes bien. Bien, faire plaisir. Bah, merci beaucoup, Sophia, pour ce moment. Ça m'a fait plaisir. Parce que c'est un exercice pour elle, elle l'a dit, elle n'est pas fort caméra, donc du coup c'est un exercice pour toi. Merci, parce que c'était un exercice pour moi aussi de vérifier que j'avais encore un micro qui allait. Est-ce qu'il on n'a pas encore vérifié. Si, normalement il va, je vois la petite barre qui monte et qui descend, qui me dit que ça va toujours. Ouais. N'hésitez pas à rejoindre Sophia sur sa page Facebook. T'es un peu... Sophia Sicot. Sophia Sicot. Et sur l'agenda, sophiasicot.be, c'est le site. Pour voir les dates qui n'arrivent pas. Pour le moment, avec la Covid. Oui, c'est un peu compliqué. Oui. Et autrement, n'hésitez pas aussi, si vous avez envie de vous lancer et de lancer ce projet de cœur, n'hésitez pas aussi à regarder mon site internet francedrillon.com ou ma page professionnelle Facebook France Drillon Pro. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Il y a plein d'autres interviews aussi de personnes qui ont fait le pas de se lancer dans ce projet de cœur qui les a tirés, où ils peuvent diffuser leur message, la joie aussi et beaucoup d'amour, parce que c'est aussi ça que tu distribues. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. À bientôt.